quand on a une série statistique à traiter, à manipuler avec Excel, et puis que cette série statistique fait référence à une variable quantitative discrète, il y a une des étapes, dans le fond, dans le traitement des données, qui consiste à effectuer différentes mesures, les différentes mesures statistiques. Alors, on va voir avec Excel comment effectuer ces calculs-là. Juste avant, notez que si on va ici dans l'onglet Formule, dans le ruban, et que l'on clique sur Gestionnaire de noms, on voit que préalablement, j'avais identifié chacune de mes 4 variables qui sont à l'étude. Alors, les 4 variables ont été nommées, ainsi que l'ensemble de mes variables. Donc, c'est-à-dire, dans le fond, l'ensemble de mes séries statistiques que j'ai nommées ici échantillon. Alors, je le dis parce que c'est important étant donné qu'on va y faire référence. Alors, je vais venir ici sur ma feuille quantitative discrète parce que je vais venir, dans le fond, faire mes mesures, calculer mes mesures ici. Donc, qu'est-ce qu'on a comme mesure statistique que l'on peut calculer? Comme première mesure, en fait, on va énumérer les mesures de tendance centrale que l'on peut calculer quand on est en présence d'une variable quantitative discrète. Donc, premièrement, on a le mode. On a aussi la médiane. On a aussi la moyenne. Alors, ça, c'est les 3 mesures de tendance centrale. Ensuite, disons qu'on pourrait peut-être calculer les mesures de position. Alors, par exemple, le quartile numéro 1 et le quartile numéro 3. Le quartile numéro 2, on l'a déjà étant donné que c'est la médiane. On pourrait calculer aussi des déciles et des centiles. Ça, je le ferai après parce que, bon, c'est pas toujours nécessaire. Et finalement, bon, qu'est-ce qui reste comme mesure? Il nous reste les mesures de dispersion. Alors, l'étendue interquartile. On a aussi l'écart type. Et on a aussi le coefficient de variation. Par contre, il faut regarder qu'on est bien dans une échelle de rapport. Si on est dans une échelle de mesure qui n'est pas une échelle de rapport, mais qui serait plutôt une échelle d'intervalle, ici, on n'aurait pas besoin de le calculer parce qu'il ne ferait pas de sens. En fait, l'interprétation ne ferait pas de sens. Alors, si on regarde un petit peu, la variable, c'est le nombre de cours inscrits. Alors, un étudiant qui répondrait 0 cours, donc on est vraiment ici dans une absence de cours, donc il n'est pas inscrit, il est inscrit à aucun cours. Aussi, les rapports s'interprètent de façon convenable, c'est-à-dire un étudiant qui aurait 9 cours par rapport à un autre étudiant qui en aurait 3. Si on fait le rapport, 9 divisé par 3, ça donne 3. On peut vraiment dire que l'étudiant qui a 9 cours a 3 fois plus de cours à son horaire que l'étudiant qui en a 3. Alors, on est dans le cas d'une échelle de rapport. Alors, le coefficient de variation, on peut le calculer. Alors voilà, est-ce qu'on a tout? Je vais peut-être juste venir agrandir. Je vais juste justifier l'autre côté, question de se faire comme un petit tableau. Finalement, il reste 2 autres mesures qui sont utiles de calculer. Il s'agit dans le fond des coefficients d'asymétrie. Alors je vais marquer Pearson. C'est les coefficients d'asymétrie de Pearson qu'on calcule. Alors disons Pearson 1 et Pearson 2. Et voilà, on a nos 2 coefficients. Donc, débutons avec le mode. Alors, égal, M-O-D-E. Alors, ici, on a le mode. Et on va indiquer le mode de quelle variable. Donc, étant donné que dans mon gestionnaire de noms, chacune de mes variables a été identifiée, en fait, chacune de mes séries statistiques a été identifiée, moi, c'est nombre de cours. Donc, si je commence à écrire nombre de cours, voyez-vous, on l'a ici. Je double-clique, je ferme la parenthèse et j'obtiens comme mode 5 cours. Est-ce que ça concorde? Est-ce que c'est vraiment la valeur qui a obtenu le plus de réponses? Si on regarde, oui, c'est vraiment ici 5, c'est la modalité qui a obtenu le plus de réponses. Donc, parfait, notre mode est bon. La médiane, même principe, médiane, donc on l'a ici. Médiane, on procède le même principe, nombre de cours. Alors, la médiane, normalement, si on regarde, on devrait obtenir comme réponse, donc le 50% est dépassé ici dans le cumul, on devrait aussi obtenir 5 cours. Parfait, on a notre médiane, ça concorde. La moyenne, on y va aussi, MOY moyenne ici, de la variable nombre de cours. Voilà, alors 5,03. Bon, là, il y a beaucoup de décimales. C'est pas nécessaire d'en garder autant. Disons qu'on garde 2 décimales, ça serait convenable. Alors, on a une moyenne de 5,04 cours par étudiant. Les quartiles maintenant. Alors, pour le premier quartile, égal, QUAR, quartile, on l'a ici. Alors, premièrement, ça prend la matrice. Ce qu'Excel entend par matrice, c'est le nom de la variable, nombre de cours.
Alors là, on doit mettre un point-virgule, faire attention, point-virgule, et on doit indiquer le quart que l'on désire. Alors vous voyez ici, on a 0 valeur minimale, le premier quartile ou le 25e centile, ainsi de suite. Donc on va mettre, nous, pour le premier quartile, la valeur numéro 1. Voilà, donc 4, c'est exactement ce qu'on s'attendait. Même principe pour le troisième quartile. Alors, quartile, j'indique nombre de cours, point virgule, et je veux le troisième. Voilà, on ferme la parenthèse. Donc 75%, il est dépassé ici. Donc notre réponse devrait être 6. Parfait. Maintenant, pour l'étendue interquartile. Alors l'étendue interquartile, c'est tout simplement Q3 moins Q4. 2. L'écart type. Alors, égal, écart type. Alors, voyez-vous, je vais peut-être continuer. Écart type. Donc, on a deux écarts types. On a écart type et écart type P. Alors là, ça dépend de la situation. Si on lit ici écart type, évalue l'écart type d'une population en se basant sur un échantillon. Alors, tout dépendant, si on a le code d'un échantillon d'une population, on ne prendra pas la même fonction. Écart type pour un échantillon, et si on lit ici pour l'écart type P, l'écart type d'une population entière. Alors là, c'est si on prenait l'ensemble de la population. Donc en fait, ça ici, en termes de symbole, ça serait l'équivalent de sigma, et ça, c'est l'équivalent de S, du petit s. Alors nous, on est dans le cas d'un échantillon, donc je vais prendre écart type, et je vais donner le nom de ma variable qui est ici. Et on a un écart type de 1,69 quelque chose. Alors encore une fois, ce n'est pas nécessaire de garder autant de décimales, 2 décimales, ça va être correct. Peut-être juste à titre d'information, si on calculait écart type P, on va l'enlever après, mais on n'obtiendra pas la même valeur, ou en tout cas on ne devrait pas obtenir la même valeur étant donné que ce n'est pas la même formule tout à fait. Au lieu de diviser par n-1, on divise par grand N ici. Alors si on y va, c'est sûr qu'arrondi, bon voyez-vous, si on arrondit ça, on obtiendrait 1,70 aussi, mais je vais ajouter ici peut-être quelques décimales. On remarque que ce n'est pas tout à fait la même valeur. Alors, nous, dans notre exemple, c'est un échantillon. Alors, écart type, l'écart type P, si on travaille avec une population. Une petite note sur la moyenne, il n'y a pas de différence. Peu importe que ce soit le X-bar qu'on calcule ou le mu, dans le cas d'une population, c'est moyenne. Il n'y a pas de distinction à faire ici. Le coefficient de variation, alors le coefficient de variation correspond à l'écart type divisé par la moyenne, qui est ici. Voilà. Et on n'oublie pas de le mettre en pourcentage. Et on peut garder une ou deux décimales, tout dépendant comme on désire. C'est pas nécessaire d'en garder trop. Alors ici, on a un coefficient de variation de 33,71. Alors maintenant, pour les coefficients d'asymétrie de Pearson. Donc le premier, on a 3 fois la moyenne moins la médiane. Alors, la moyenne moins la médiane. Le tout divisé par l'écart type. Et voilà, on a notre premier coefficient d'asymétrie. Encore une fois, ce n'est pas nécessaire de garder autant de décimales. Disons 2, ça sera suffisant. Le deuxième coefficient d'asymétrie de Pearson, lui, repose sur les mesures de position. Alors, le troisième quartile, moins 2 fois la médiane, plus le quartile numéro 1. Le tout divisé par, alors là on a deux façons, ou bien on divise par, entre parenthèses, Q3 moins Q1, mais Q3 moins Q1 c'est l'étendue interquartile. Donc je vais tout de suite diviser par l'étendue interquartile, ça va simplifier un petit peu la formule. Et on obtient 0. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que nos 3 valeurs ou mesures de tendance centrale sont, pour ainsi dire, la même valeur, donc 5. On remarque aussi que nos coefficients d'asymétrie sont, pour ainsi dire, 0. Donc, on est en présence d'une distribution qui est symétrique. Par contre, si on regarde ici le coefficient de variation, on remarque qu'on est en présence d'une distribution qui n'est pas homogène, étant donné qu'on dépasse le 33%. Alors là, la dernière étape qui resterait à faire, ça serait de faire l'analyse globale de la situation, c'est-à-dire un peu décortiquer, bon, premièrement, dire le mode 5, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire un mode de 5 dans cette situation-là? Donc, c'est la réponse qui revient le plus souvent. Donc, c'est le nombre de cours qui revient le plus souvent quand on demande aux étudiants combien de nombre de cours ils sont inscrits. Même chose pour la médiane et la moyenne. Donc, c'est des mesures qu'il faut interpréter.
interpréter le coefficient de variation, interpréter les coefficients d'asymétrie et faire un résumé de tout ça. Alors ça, c'est vraiment la dernière étape. Ce n'est pas une étape qui se fait avec Excel, mais tous les calculs qu'on a besoin sont faits avec Excel. Alors, ne pas oublier l'analyse globale, c'est une partie très importante. Elle ne sera pas faite ici, mais ne pas oublier qu'une fois qu'on a calculé toutes nos mesures, il ne faut pas juste laisser ça fret, sec comme ça. C'est important dans le fond, d'expliquer qu'est-ce que veut dire tous ces nombres-là. Juste avant de quitter, j'aimerais ça peut-être faire un ou deux exemples sur les mesures de position. Par exemple, si on voulait calculer un décile ou un centile. Donc, disons qu'on voudrait calculer, moi je ne sais pas, le centile numéro, bon, par exemple, 63. Alors, comment qu'on procède? Égal, centile. Alors, on l'a ici, centile. On doit donner la matrice. Donc, moi, ma variable s'appelle toujours nombre de cours. Un point virgule. Et là, le cas. Alors, le cas, c'est le centile que je veux. Si je mets 63, ça ne fonctionnera pas. C'est pas comme les quartiles. Pour les quartiles, si je voulais le premier, je mettais 1. Pour les centiles, je dois mettre, dans le fond, l'équivalent en pourcentage. Donc, le 63e centile, on va mettre 63%, mais sous forme décimale. Alors, 0,63. Donc, qu'est-ce que ça devrait me donner comme réponse? Si on regarde le 63%, c'est pas ici qu'il est dépassé, c'est ici. Alors, je devrais obtenir 6 comme réponse. Et voilà. Donc, mon 63e centile est 6 cours. Si je veux calculer un décile, donc disons par exemple le décile numéro 9, donc D9. Alors, si j'écris égal décile, D-E-C-I, on voit qu'il n'y a rien qui sort. Donc, pour calculer un décile, je dois procéder à l'aide des centiles. Donc, on va y aller avec centile. Celui-là, je sais qu'il fonctionne. Centile. Ma matrice, nombre de cours, point virgule. Et là, le décile numéro 9, c'est comme le centile numéro 90. Nous, on va vouloir 0,90. Et donc, qu'est-ce qu'on devrait obtenir? Donc, 90%, c'est pas ici que c'est dépassé, c'est ici. Alors, on devrait obtenir 7 comme réponse. Et voilà, on obtient notre bonne réponse.